Bonjour à tous, bienvenue dans cette série consacrée à Indexmatic 3. Aujourd'hui, je réponds à une question d'utilisateur. Supposons que le programme ait déjà analysé un certain document A, qu'il en ait établi l'index dans un document B, et que ce dernier soit maintenu séparément. La maquette ou le contenu du document A ont évolué depuis, et je dois maintenant actualiser B en fonction de A. Comment procéder ? En soi, il suffirait de relancer le script et de régénérer les entrées avec les paramètres de mon projet, ça marcherait tout seul. Mais, dans le cas que nous considérons, l'index B a été produit indépendamment, c'est-à-dire pendant une session Indexmatic où je n'ai pas enregistré la connexion entre A et B. Le programme a donc délivré un document extérieur, non intégré à l'ouvrage en cours, et dont j'ai adapté la mise en forme parallèlement, sans me soucier de ce qui pouvait advenir de A. La question qui se pose, c'est comment refléter dans B le nouvel état de A. Et d'ailleurs, pourquoi mettre à jour du vieux quand on peut faire du neuf ? Une des raisons qui vient à l'esprit, c'est que notre maquette B possède maintenant sa propre identité graphique, des styles ajustés, H0 pour les styles alphabétiques, H1 et T1 pour les entrées de premier niveau, une teinte un peu plus légère pour les folios, bref, une mise en page qui me convient telle quelle. Alors il va donc falloir trouver un moyen d'identifier cet ancien index comme le destinataire de la mise à jour des données. La première étape, pas toujours nécessaire mais que je recommande par principe, c'est de sauvegarder les réglages indexmatiques du document A, nommé Bovary FR507 dans mon exemple. Je commence donc par le sélectionner isolément comme document cible, car Indexmatic a déjà travaillé sur ce fichier et lui a associé les options qui m'intéressent, à savoir une collection de requêtes, éventuellement une plage de travail ou des filtres, par exemple le style de paragraphe labeur, qui capture uniquement le texte principal. Pour les besoins de mon expérience, je vais modifier quelques paramètres. Mettons que je fixe à 2 la fréquence minimum, et comme j'avais un PageRank de 3, je vais le modifier lui aussi, histoire d'enregistrer de nouveaux critères. Voilà, j'exporte les paramètres en JSON, je nomme mon fichier Bovary pour le retrouver facilement, et je ferme Indexmatic. Notez qu'il me demande s'il faut enregistrer les changements pour ce projet, parce que la sauvegarde en JSON est une opération complètement autonome par rapport à la gestion des documents de travail. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Passons maintenant à la phase 2, la seule qui mérite toute votre attention dans ce tutoriel. L'idée est de créer une sorte de scope fictif qui va intégrer à la fois le document destinataire, que j'active là dans InDesign, et mon document source Bovary FR507. Quand je relance Indexmatic, je sélectionne ces deux éléments à titre de cible, si bien que je me retrouve dans un projet mixte. On remarque que le panneau du scope fait état de ce cumul des mandats, et d'ailleurs le programme m'avertit que la pagination s'est alourdie de folios en double. Cela vient du fait que mon index séparé a ses propres numéros de page qui ne suivent pas du tout ceux de l'ouvrage principal. Mais ça n'aura aucune importance dans le cas qui nous occupe. L'étape essentielle est d'informer Indexmatic des paramètres avec lesquels nous travaillons, à savoir ceux qui sont stockés dans Bovary JSON. Je récupère donc les 10 paramètres en passant par la petite interface de restauration, et ainsi on voit réapparaître notre liste de 687 requêtes, nos options de recherche et tutti quanti. Remarquez une chose, le style de paragraphe labeur a bien été restauré comme filtre actif, et du coup le compteur d'éléments sélectionnés, le petit 1 que vous voyez en haut, s'affiche en jaune, ce qui annonce un avertissement. Et en effet, le programme me dit que le document Bovary Index, celui que vous voyez actuellement dans InDesign, est rejeté, pour la bonne raison qu'il ne comporte aucun style, nommé labeur. Et en un sens, c'est une très bonne nouvelle, puisque justement, nous ne voulons pas soumettre le contenu de ce document à Indexmatic, car si nous l'avons adjoint au document cible, c'est uniquement parce que nous voulions l'instituer comme destinataire, comme réceptacle des données qui proviendront uniquement du document principal Bovary FR507. Donc c'est un peu une aubaine que le filtre labeur exclut notre fameux document B. Dans le cas général, on pourrait se poser la question, comment empêcher que les blocs où se trouvent mes termes et mes rubriques soient eux-mêmes indexés? Et la réponse ne devrait pas vous déplaire. D'office, Indexmatic ignore la région où résident ses propres données, quoi qu'il arrive, parce qu'il possède une sorte de pointeur interne, lui permettant d'identifier cette région par-delà les évolutions d'un document. On va d'ailleurs voir l'utilité de ce pointeur dans quelques instants. Avant de passer à la phase finale, je vais remodifier quelques options de sortie, d'une part en réinitialisant le PageRank à sa valeur par défaut, d'autre part en élevant la fréquence minimum,
mettons à 5 occurrences, juste pour forcer un résultat très différent de l'index actuel et qu'on ait visuellement un vrai changement. Le format de destination sera donc un extrait IDMS avec l'option placer automatiquement. Retenez bien ceci, c'est la clé de toute l'affaire. Voilà maintenant ce qui se passe lorsque nous régénérons l'index. Le programme lance ses 687 requêtes sur le flux principal, il extrait les concordances, il tamise les termes qui passent le test des 5 occurrences minimum, il classe tout ce petit monde dans l'ordre alphabétique et il fabrique en coulisses un extrait InDesign qu'il va tenter d'injecter dans le projet. Et la question qui vous brûle les lèvres, c'est où va-t-il donc l'injecter? Comme vous pouvez l'imaginer, Indexmatic cherche une page candidate parmi les documents déclarés dans le scope. Et comme il dispose d'un pointeur miraculeux dans notre maquette active, il n'a pas besoin de se casser la tête, c'est là qu'il va coller l'info, parce que au fond, ce serait bien le diable si l'utilisateur avait intégré ce document juste pour faire joli. Comme vous le constatez, l'index est donc actualisé en bonne place, et le précieux bénéfice de cette manœuvre est que vous conservez la mise en forme de l'original, car tous les styles déjà établis prévalent sur ceux renseignés au sein de l'extrait InDesign. C'est d'ailleurs une chose à retenir lorsque vous travaillez avec des fichiers IDMS, donc les extraits InDesign. Lorsque vous travaillez avec des fichiers IDMS qui embarquent des styles et que vous placez en vif dans un document, il faut savoir que quand un style existe déjà, ses attributs ne sont pas écrasés par ceux d'un style du même nom provenant de l'extrait InDesign. Et puisque j'en suis aux confidences techniques, voici une autre astuce qui gagne à être connue. Faites en sorte que le style d'objet IndexFrame, celui qui règle l'apparence d'un bloc indexmatique, soit enregistré comme style par défaut. Pour lui conférer ce statut, il suffit de faire un clic droit sur cet élément dans la palette des styles d'objets et d'appliquer l'option style de bloc de texte par défaut. L'intérêt de ce réglage, c'est que chaque bloc induit par redistribution intelligente hérite du style en question, ce qui permet d'étendre les pages de mon index avec la bonne présentation en quelques clics. Résultat des courses, j'ai pu mettre à jour de A à Z un document externe généré par Indexmatic, disons une semaine ou 6 mois auparavant, déconnecté de mon actuel document de travail, mais pouvant néanmoins recevoir de ce dernier des données actualisées. Ce n'est pas un scénario académique, disons, parce que Indexmatic travaille en général avec des documents solidaires du même projet. Mais on voit dans cet exemple qu'il n'est pas si compliqué de changer le scénario, ou le casting, de vos productions indexicales. Rappel en passant, le guide d'utilisation en français est disponible en PDF sur le site, il consiste en 110 pages détaillées et richement illustrées. Par ailleurs, si vous avez des questions pratiques ou des bugs à signaler ou des suggestions X ou Y, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou via Twitter, YouTube, LinkedIn. A très bientôt pour d'autres aventures.